En tant que psychologue, je devrais être une spécialiste du cerveau. Et je vous le cache pas, c'est un petit peu vrai, j'ai deux, trois notions par-ci par-là. Mais je me suis rendu compte, il n'y a pas très très longtemps, qu'en fait, penser le cerveau comme étant uniquement un organe pensant et en oubliant le côté sentant, en fait, c'était carrément oublier un champ de la psychologie. On entend beaucoup votre cerveau vous ment, votre cerveau vous joue des tours, ou alors au contraire, essaie d'écouter ton corps pour une fois. Alors qu'en fait, les 2 sont intimement liés et ce, depuis absolument toujours. Alors oui, on a eu monsieur, Descartes qui a essayé de nous dire que, le cerveau était dans une machine, quasiment automatique, dans un automate, mais il se trouve qu'en fait, les liens entre le corps et le cerveau sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Et d'ailleurs, même abus de langage de ma part, quand je dis le corps et le cerveau, et ben, en fait, le cerveau, il fait absolument partie du corps. On va dire que le corps, lorsque je vais en parler là, avec la façon, on va dire, un petit peu commune d'en parler, c'est surtout, on va dire, tout ce qui vient de nos sens. Alors, ce qui est bien avec la dissociation corps et cerveau, ou corps et esprit, j'ai envie de dire comme vous le voulez, c'est que c'est hyper facile à imager, c'est hyper marketing et ça fonctionne super bien, les gens le retiennent. Mais il se trouve que c'est hyper délétère pour notre compréhension de nous-mêmes. Alors oui, bien sûr, c'est un raccourci, c'est une facilité de le dire comme ça, mais parfois, en fait, ça peut juste nous amener à ne pas nous poser des questions de pourquoi on les a dissociés au tout début. Et d'ailleurs, je trouve ce qui est aussi très intéressant, c'est la hiérarchie qu'il y a entre le cerveau et le corps. Je trouve qu'un bon exemple, c'est l'exemple des métiers. On a tendance à dire qu'il existerait des métiers intellectuels versus des métiers manuels, où les métiers intellectuels seraient peut-être un peu mieux rémunérés parce que plus difficiles, alors que, bien évidemment, on utilise notre corps dans un métier dit intellectuel et on utilise notre cerveau dans un métier dit manuel. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais est-ce qu'on peut vraiment choisir d'utiliser son cerveau ou pas? La réponse est bien sûr non. C'est juste qu'il y a des mécanismes qui sont parfois conscients, parfois inconscients, volontaires ou involontaires. Notre cerveau, il contrôle bien évidemment nos mains, nos gestes, notre corps, mais aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, notre respiration, notre rythme cardiaque. Et par exemple, le rythme cardiaque, on ne peut pas avoir d'impact dessus, à moins de prendre des trucs un peu bizarres, mais ça c'est carrément une autre question. Mais notre cerveau, finalement, il est tout le temps en action. Donc on peut pas dire que quand on utilise nos mains, on utilise moins notre cerveau. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, l'un sans l'autre ne fonctionnerait absolument pas. À moins qu'on soit tous des petits cerveaux dans des cuves ou qu'on soit tous des Sims. Mais là, je pense que c'est pas l'objet du podcast. Dans ce podcast, je voulais vous proposer quelques liens qui sont, d'après moi, assez intéressants et qui feraient le lien entre ce qu'on appelle le corps et le cerveau aujourd'hui. La toute première chose, c'est la mémoire procédurale. Alors, il se trouve que nous avons plusieurs types de mémoire qui retiennent plusieurs types d'informations. La mémoire procédurale, c'est la mémoire motrice, la mémoire des gestes. En fait, aujourd'hui, tout ce que vous faites avec votre corps est permis grâce à la mémoire procédurale. Un exemple hyper bateau, mais faire du vélo. Un jour, vous l'avez appris, vous étiez bien conscient de tout ce que vous deviez faire, tourner le guidon dans un sens, pédaler avec tel pied, donner telle force aussi dans telle jambe, mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, c'est un automatisme, car en fait, vous avez ancré le fait de faire du vélo en mémoire procédurale. Et la mémoire procédurale est une des mémoires qui est dite à long terme. Donc, globalement, si vous apprenez à faire du vélo aujourd'hui, normalement, vous devriez savoir en faire toute votre vie. En fait, ce qu'il y a de fou avec la mémoire procédurale, c'est qu'au tout début, lorsque vous apprenez à faire quelque chose, je vais prendre l'exemple de la conduite, vous avez l'impression de réfléchir extrêmement fort, de faire hyper attention, de vous dire ok, mon pied gauche sera ici, mon pied droit sera ici. Et en fait, petit à petit, vous allez faire de moins en moins d'efforts. Et donc, peut-être, vous aurez l'impression de moins utiliser votre cerveau, juste parce que vous allez être moins attentif à ce que vous faites. Ça s'appelle l'automatisation des gestes. Et l'automatisation des gestes, c'est littéralement vos circuits neuronaux qui se renforcent. En fait, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des circuits neuronaux avec, je vais vous le dire en gros, des petits tuyaux entre les neurones. Et dès qu'un geste, en l'occurrence ici, est répété, en fait, la gaine entre les deux neurones va s'intensifier et va littéralement conduire plus vite l'information. Donc c'est pour ça qu'au tout début, lorsque vous apprenez, vous avez l'impression que c'est dur, parce qu'en fait, vous êtes en train de créer une nouvelle connexion. Et d'ailleurs, en neuroanatomie, lorsqu'on parle de tout ça, on explique qu'en fait, c'est comme si vous aviez littéralement un câble, et qu'en fait, vous rajoutiez une gaine pour que le message aille le plus vite possible dans le câble. Et donc la mémoire procédurale, c'est avec mon corps, je décide d'apprendre un nouveau geste, et ben en fait, je vais littéralement renforcer matériellement ce qu'il y a dans mon cerveau. On appelle ça d'ailleurs la gaine de myéline. Le deuxième lien dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un paradigme que j'adore, qui s'appelle la cognition incarnée, ou en anglais on dit embodiment. Alors franchement, le nom fait flipper, et moi-même la première, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'on va nous sortir encore? Mais c'est très très intéressant, je vais vous expliquer. En fait, la cognition incarnée, c'est un cadre de recherche, un cadre de pensée, dans lequel on imagine que notre cognition, je vais vous le lire même
pour bien comprendre. La cognition, c'est le processus d'acquisition des connaissances, donc notamment nos pensées, notre raisonnement et notre langage. Et dans ce paradigme-là, on imagine que la cognition, en fait, elle serait absolument pas indépendante du corps. Elle serait incarnée par le corps. En fait, ça veut littéralement dire que notre façon de penser, notre façon de raisonner, notre façon d'apprendre le langage serait différent en fonction de notre environnement. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais vous n'aurez pas du tout les mêmes pensées si vous êtes tranquillement chez vous dans votre salon que si vous êtes en pleine forêt et que vous entendez le même bruit. Un exemple assez simple, imaginez que vous êtes en train d'apprendre à compter ou que vous devez faire un calcul. Si les chiffres restent des objets finalement uniquement de pensée, vous pouvez faire des calculs, hein, mais c'est un peu plus compliqué. En revanche, si vous commencez à prendre vos doigts pour marquer 1, 2, 3, 4, 5, en fait, vous êtes déjà en train d'incarner une pensée abstraite, en l'occurrence un chiffre. Donc ça veut dire que toutes les fonctions cérébrales de haut niveau, le raisonnement, la prise de décision, la mémoire, l'attention, le langage, sont complètement influencées par notre environnement. Et du coup aussi par nos perceptions, puisque c'est par nos sens que l'on perçoit le monde extérieur. J'ai un petit exemple, mais imaginez que vous allez faire vos courses avec votre liste uniquement dans votre tête. Alors vous pouvez peut-être réussir à tout acheter du premier coup, moi j'y arriverai pas. Mais ce qu'on nous dit dans le paradigme de la cognition incarnée, c'est que si vous êtes dans l'environnement du supermarché, en fait l'environnement va potentiellement vous rappeler ce dont vous avez besoin. Donc si vous arrivez dans un tel rayon, vous allez pouvoir vous rappeler et remettre finalement à votre conscience le fait que vous avez besoin de tel article. Ça veut donc dire que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on raisonne, tout ce qu'on apprend est complètement modulé par notre environnement. Et d'ailleurs, si je prends la définition de incarné, ça veut dire qui a revêtu une enveloppe charnelle. On comprend bien la dimension corporelle là. On comprend bien que c'est plus uniquement quelque chose d'un message chimique dans notre cerveau. Et donc en fait, on fait de notre cognition plus simplement un système de pensée assez impalpable, mais bien quelque chose d'incarné, d'existant, de palpable. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, quand on était tous à l'école primaire et qu'on nous demandait d'apprendre des choses en restant assis à notre table, les mains posées sur la table, éventuellement une main avec un stylo, qu'on nous empêchait de dessiner, qu'on nous empêchait de nous lever, et en fait, dans ces situations-là, on oubliait absolument la place du corps. On imaginait que si le corps était absolument immobile, en fait, on pourrait mobiliser 100% des capacités de notre cerveau. Et je vous le dis, c'est complètement faux. Le corps est bien évidemment une aide, un vecteur d'apprentissage. Et si on le contraint, en fait, on est juste en train de se compliquer la tâche. Parce qu'on pourrait utiliser notre corps pour apprendre. Et j'avais d'ailleurs envie de vous parler d'une étude qui est sortie en 2022 par Roland, qui consistait à proposer à des étudiants d'apprendre comment bouger les planètes dans le système solaire. Alors, je pense qu'on a tous un petit peu une vision de comment ça marche. Il y a des trajectoires qui sont elliptiques, il y a des planètes qui vont plus ou moins vite sur leur trajectoire, certaines tournent autour d'autres, enfin, je connais pas grand-chose en physique, mais je crois que ça se passe à peu près comme ça. Et ce qui est super intéressant dans cette étude, c'est que les étudiants, au lieu d'avoir une feuille et un stylo et d'essayer de dessiner des trajectoires, en fait, ils se sont tous levés. Et dans la salle, il y avait une très grande bâche qui, on va dire, imitait le système solaire. Et chaque personne s'est retrouvée à incarner une planète. On lui a donné sa vitesse de rotation, bon, bien évidemment pas la vraie vitesse, mais une vitesse de rotation, on lui a donné une trajectoire, et en fait, tous les gens se sont déplacés dans la salle et ont pu expérimenter, littéralement vivre, ce que c'était que d'utiliser enfin son corps pour apprendre. Alors, il se trouve que cette étude, elle est de 2022, donc on va dire que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recul là-dessus, mais on sent quand même de plus en plus un retour vers le corps, où on a imaginé pendant très très longtemps que les deux étaient dissociés et qu'on ne pouvait apprendre qu'avec sa tête. Mais imaginez-vous par exemple apprendre un instrument sans faire de l'instrument, ça paraît en fait complètement illogique, et en vrai, ça peut marcher pour tous les apprentissages. Même les choses abstraites, au contraire. Lorsqu'on incarne vraiment quelque chose, lorsqu'on lui donne une dimension corporelle, il devient vrai, il devient tangible. Je vous parlais tout à l'heure du fait de compter. On peut aussi imaginer que pour des équations ça puisse fonctionner, pour de la chimie ça puisse fonctionner, pour de la physique encore plus, utiliser son corps par exemple pour comprendre la gravité. Enfin là, ça sort un peu de ma zone de confort, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Le corps est forcément une bonne aide pour apprendre des nouvelles choses. Et d'ailleurs j'y pense, mais les comédiens qui doivent apprendre des extrêmement... Et d'ailleurs j'y pense, mais les comédiens qui apprennent des textes extrêmement longs ont des techniques, qu'on appelle les techniques de visualisation, où ils se visualisent alors soit, on va dire, dans leur tête en l'occurrence, soit vraiment ils font le trajet sur le sol, d'être dans un lieu qu'ils connaissent bien, et en fait d'associer chaque partie du texte à un lieu qu'ils connaissent bien. Par exemple, ce serait j'arrive dans l'entrée de chez moi et je visualise, je sais pas, les 3-4 premiers paragraphes du texte que j'ai à apprendre, et en fait je me déplace mentalement
dans ma maison par exemple, pour pouvoir finalement permettre à mon environnement de me rappeler ce dont je dois me rappeler. Ça vous rappelle pas un peu mon exemple des courses? Un troisième lien que je trouve aussi super intéressant, et là qui relève peut-être un petit peu plus de la santé mentale, j'avais envie de vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2020 à l'Institut Pasteur et qui démontre le rôle du microbiote intestinal dans l'état dépressif. Alors il se trouve qu'en fait, si une personne a ou n'a pas un certain type de bactérie, elle va littéralement perdre de la motivation et du plaisir à faire des activités qu'elle aimait avant. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, je pense que vous savez que la dépression, un des premiers symptômes, c'est le fait, on va dire petit à petit, de manière assez insidieuse, de ne plus trop aimer les choses qui nous faisaient vibrer avant. Bon, ça peut paraître un petit peu triste, mais ce qui est plutôt très encourageant, c'est que si on réinsère ce type de bactéries dans le microbiote intestinal, donc littéralement via l'alimentation, eh bien on peut inverser ce processus. Alors ça peut être par l'alimentation ou par des médicaments bien sûr, mais on peut, j'ai envie de dire, contrer, bah, pas contrer la dépression, ce serait un petit peu mentir que de dire ça, mais en tout cas, essayer d'aller un peu contre les premiers effets d'un état dépressif. Et ce que je trouve ça fou, c'est que j'ai presque l'impression que on mange un peu notre état mental. Enfin, je trouve ça dingue de se dire que quelque chose qu'on mange, même si bien évidemment le corps est un tout, va pouvoir aggraver ou au contraire diminuer un état dépressif, c'est fou. Surtout qu'en plus, on a souvent eu tendance à dire dans les siècles passés que la dépression, c'était un peu la faute des gens qui étaient dépressifs. On a beaucoup dit aux dépressifs, fais un effort, comme si c'était uniquement de leur ressort et qu'ils avaient juste un manque de volonté. Alors qu'en fait, là, on trouve littéralement une preuve physique. Enfin, je trouve ça vraiment hyper prometteur et je trouve ça cool de pouvoir faire un lien pareil. Parce que, bien évidemment, c'est permis parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de tests, on peut avoir des méthodes expérimentales qui vont beaucoup plus loin, et du coup comprendre en fait encore mieux comment on fonctionne. Sachant que l'étude de la santé mentale, à part dire qu'il y avait des fous il y a un siècle, voilà, c'est pas très, très ancien. Donc je trouve ça vraiment hyper encourageant comme, réalisation. Voilà, je vous ai présenté les 3 grands liens que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui entre le corps et le cerveau. Il y en a bien évidemment beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Je ferai, je pense, sûrement un petit épisode, sur, les thématiques de la nature et du sport, je pense, qui sont aussi très intéressantes et où on comprend assez rapidement, que dissocier le corps et le cerveau quand on parle de nature ou de sport, bah, c'est pas forcément une super idée, quoi. J'espère que l'épisode vous aura plu, que l'année pour vous commence bien, que vous avez une bonne rentrée. J'espère aussi que le concept que j'ai annoncé la semaine dernière en en podcast va vous plaire. J'ai hâte de sortir le premier épisode, j'ai hâte de vous parler du coup du prochain invité. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. Bye bye!